Bonjour. Bonjour, merci à tous. On va commencer. Donc, je suis Yann Lescura, je dirige la société Solunea. Et aujourd'hui, Olivier Kernet, à mes côtés, nous a fait l'honneur de venir nous raconter son expérience, son retour d'expérience sur la formation 100% en ligne à un métier qui est le métier de pâtissier principalement. Il a aussi d'autres formations, il va se présenter en détail. Donc Olivier, il est venu me voir il y a quelques années avec ce projet. Il a fait le tour des différentes solutions techniques qui existaient sur le marché et il avait choisi de retenir, après beaucoup de tests, la solution Saba, qui est la plateforme sur laquelle il s'appuie pour diffuser sa formation. En deux mots, ce n'est pas l'objet et ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Saba, c'est des leaders mondiaux des solutions de gestion des talents. C'est 4000 clients, 43 millions d'utilisateurs dans le monde. Des grands noms très connus que vous voyez ici, en bas à gauche. Et puis des gens qui sont un tout petit peu moins connus jusque-là, comme le ISF, mais qui seront beaucoup plus connus à la fin de cette conférence. Olivier, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. L'objectif aujourd'hui, c'était de partager avec vous l'expérience de l'EISF. L'EISF, c'est un organisme de formation qu'on a créé il y a maintenant 5 ans et qui avait pour objectif de permettre à des gens de se former à des métiers manuels avec des formations qui soient 100% digitales. C'était un défi. Quand on cherche à se former sur des métiers comme les métiers d'artisan boulanger ou artisan pâtissier, et quand on veut faire de la reconversion, parce que c'était ce public-là auquel on voulait s'adresser, il faut trouver sa formation et trouver le financement de la formation. Il faut être capable de se former. Il faut être capable de se former soit sur son temps de travail, soit en dehors de son temps de travail quand on est dans une logique de reconversion. Et il faut absolument passer son CAP parce que c'est la condition pour pouvoir en fait ouvrir un magasin ou avoir une activité de pâtissier ou de boulanger. Sans le CAP, vous n'avez pas le droit de vous inscrire à la chambre de métier et les banques ne vous suivent pas dans votre projet. Donc la question majeure, c'était à l'époque où on a lancé le ISF, c'était des formations existent, elles sont 100% en présentiel, elles coûtent très cher. 8 500 € minimum jusqu'à 25 000 selon en fait, les différents organismes qui... Voilà. Et notre objectif, c'était de rendre ça accessible grâce au digital. Aujourd'hui, donc 5 ans après, on a formé un certain nombre de boulangers-pâtissiers. Je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. On obtient 98% de résultats au CAP. C'est-à-dire que tous les candidats qui se présentent en étant formés par le ISF, sur 100 candidats, 98 ont eu leur CAP depuis qu'on a lancé. Alors, quelques chiffres sur les quantités. En 2019, on avait 110 candidats en pâtisserie et 33 en boulangerie, et on a eu 107 CAP en pâtisserie et 33 en boulangerie. Et ces chiffres évoluent pas mal puisque, en 2020, on a à ce jour enregistré dans déclaratif de nos apprenants, 234 candidats en pâtisserie, 62 en boulangerie. On a lancé la formation au chocolatier l'année dernière. On a 25 apprenants qui vont passer leur CAP en juin 2020. Qu'est-ce qui deviennent nos diplômés une fois qu'ils sont contents et qu'ils ont réussi leur CAP? Je vais vous donner quelques exemples de personnes qui, après avoir réussi le CAP, se sont installés. On avait une apprenante qui travaillait avec son mari était boulanger, et ils avaient un projet de reprise d'une boulangerie-pâtisserie, et il fallait quelqu'un qui ait des compétences en boulangerie. Elle a suivi la formation et ils ont ouvert leur point de vente pâtisserie-boulangerie. On a Elas Diop, c'est un basketteur qui a découvert qu'il était diabétique et qui s'est formé pour ouvrir une pâtisserie au Mans, qui est avec des pâtisseries qui sont en low sugar, de façon à réduire les indices glycémiques des pâtisseries pour les diabétiques. On a Géraldine qui a ouvert une boulangerie au Luxembourg. On a quelqu'un qui a ouvert une boulangerie de pain bio à La Rochelle. On a d'autres parcours, des gens qui se sont fait embaucher grâce au stage qu'ils ont réalisé lorsqu'ils suivaient la formation de l'ISF.
On a Esther, elle a suivi d'abord la boulangerie, elle a eu son CAP boulanger, après elle a fait la formation de pâtissier, elle a eu son CAP pâtissier et maintenant elle a ouvert un point de vente de sandwich et de pâtisserie. On a Fernando. Fernando, c'était un avocat qui avait envie de se reconvertir et qui a créé une pâtisserie en ligne. Alors une pâtisserie en ligne, c'est quoi? C'est un espace dans lequel les gens, quand ils ont des événements, vont commander des gâteaux et ils vont les recevoir. Il n'y a pas de magasin en tant que tel. Donc il travaille avec des clients qui le contactent sur Internet. Je pense qu'il faut. Voilà. On a Laurence qui, elle, s'est formée il y a 2 ans et qui a ouvert un atelier. Elle forme des adultes et elle fait découvrir la pâtisserie à des enfants et elle fait des produits sur commande aussi dans son atelier. On a une personne qui était dans les cuisines d'un restaurant et qui a consolidé sa position dans le restaurant en travaillant comme pâtissière. Et aujourd'hui, donc, elle est sous-chef de brigade dans son restaurant. On a une belle histoire avec Karine qui était contractuelle dans une cantine scolaire, qui n'avait pas de diplôme, qui avait besoin d'un CAP pour devenir titulaire et qui, grâce à la formation et en ayant obtenu son CAP, a pu obtenir une place de titulaire dans sa cantine scolaire. On a aussi le dernier né, c'est Laurent qui a créé une boulangerie en pain bio au levain avec farine ancienne et qui fournit en fait les marchés et qui a eu des contrats pour fournir du pain pour des cantines d'entreprises dans sa région de Nantes. Alors, quelques éléments sur la façon dont on propose et on structure la formation, quels sont les outils qui sont présentés. Alors, on a une plateforme pédagogique qui est ouverte, évidemment, 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Les formations sont à la fois théoriques et pratiques. Sur la pratique, vous avez des vidéos en fait, qui sont disponibles autant de fois que l'apprenant le souhaite, soit sur des étapes, soit dans leur totalité. Ces vidéos sont complétées par des modules de pas à pas. Les pas à pas, ce sont des fichiers qui sont disponibles sur la plateforme et qui vont détailler étape par étape ce que réalise le formateur lorsqu'il fait une recette et qui vont indiquer à quel moment de l'étape vous allez prendre des photos pour les envoyer au tuteur. Et c'est sur la base de ces photos que le tuteur va soit donner des corrections, soit valider le travail, sachant que pour qu'un travail soit validé, il faut qu'il ait la qualité d'un dessert qui soit commercialisable. C'est le critère du CAP. Hein. Si le dessert n'est pas commercialisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre dans une vitrine de magasin pour le vendre, il n'est pas du niveau du CAP. Alors avec des photos et des étapes, on voit très bien la texture d'une crème, la qualité d'une cuisson, le feuilletage d'une viennoiserie, le montage d'un entremets, tout ça, les tuteurs sont des gens qui ont une expérience de boulanger-pâtissier et une grosse expérience de formation. Et sur la base de photos, on est capable effectivement de valider le travail, sachant que pour la pâtisserie comme pour la boulangerie, la saveur est déterminée par les ingrédients et les quantités des ingrédients. Donc c'est pas ce qu'on juge, on ne juge pas la saveur, on n'a pas besoin, ce qu'on juge c'est la technique. C'est-à-dire le savoir technique qui permet de réaliser. Après, quand on fait de la création, il faut juger la saveur, mais ce n'est pas l'objet du CAP. Et c'est la raison pour laquelle on peut travailler à distance sur ce type de formation. Les cours théoriques qui sont classiques, ce sont des cours avec des quiz et avec des évaluations qui permettent de se retrouver en situation d'examen pour s'entraîner, parce que c'est la question principale en fait, des apprenants, c'est de s'assurer qu'ils seront prêts le jour de l'examen à réussir. En l'occurrence, la majorité de nos apprenants ont entre 16 et 18 sur les éléments théoriques parce que ces éléments leur permettent de bien préparer, de bien être prêts aux questions qui seront posées le jour de l'examen. Il y a un réseau social et des blogs qui permettent en fait de partage d'expériences. C'est extrêmement motivant pour les apprenants de voir ce que les autres ont fait et éventuellement de partager leur expérience, que ce soit... enfin, alors, je vais vous donner des exemples, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Évidemment, il y a des stages en entreprise qui permettent de mettre en pratique et de voir comment se réalise la production, parce que c'est une chose de maîtriser les techniques et c'est une autre de produire. Donc c'est important de faire des stages. Et nous faisons des examens blancs qui sont aussi en ligne. On prépare en fait des sujets, on donne des listes d'ingrédients une semaine à l'avance, et le jour en fait J, on envoie un sujet identique à celui d'un CAP. On l'envoie à 8h du matin et ils font les recettes qui sont demandées, que ce soit en pâtisserie, en boulangerie, en chocolat. Et ils nous envoient des photos et on juge avec un jury de CAP, exactement comme le CAP. On coupe une part, on regarde le montage, on regarde le feuilletage, on regarde l'aspect, on regarde les quantités en fait produites dans les temps impartis. Et on est capable d'apprécier la performance et de dire si oui ou non en fait, c'est du niveau du CAP.
En l'occurrence, on a pris des stats. L'année dernière, on a, je crois, eu 80 personnes qui ont fait des CAP blancs et toutes les personnes, sauf une personne qui a fait le CAP blanc, a réussi son CAP. Voilà, parce que ça permet en fait de réaliser dans les mêmes conditions d'examen les desserts qui sont demandés lors de l'examen. Quelques éléments de partage d'expérience. Vous voyez qu'on est capable de faire de très belles choses quand on est apprenant à la maison. Ça, c'est des produits qui sont faits à la maison et qui sont de grande qualité. Les gens les publient de façon à pouvoir échanger sur les trucs et la façon dont ils ont fait, les difficultés qu'ils ont rencontrées. On a d'autres exemples ici, ça c'est du pain au lait. Et vous avez ici les échanges qui sont sur le forum. Ça c'est une screenshot qui a été prise il y a 2 jours pour les besoins de la présentation. C'est la formation boulanger. Et vous avez une discussion sur le matériel. Ça, c'est quelqu'un qui a eu son CAP qui explique comment elle a créé sa boulangerie. Évidemment, les apprenants sont intéressés pour comprendre ce qu'elle a fait et discutent beaucoup avec elle. Une question de température de pâte, sur le levain liquide, sur les apprêts. Alors la PLF, c'est la pâte levée feuilletée pour ceux qui ne connaissent pas. Une question sur les stages. Et voilà. Donc, ça, c'est des éléments clés qui permettent aux apprenants de ne pas être seuls sur leurs questions et d'échanger. Et évidemment, ils peuvent échanger avec le tuteur, mais le tuteur, ce n'est pas le mur du forum qui sert d'échange. Ils ont une messagerie directe, mais s'ils veulent partager des informations avec les apprenants, ils le font aussi sur le mur, le forum. Juste un petit rappel en fait, du contenu de la formation ou des formations. Chaque métier représente 500 heures de formation. C'est à peu près le même nombre d'heures que vous trouvez en présentiel, sauf que là, on le trouve sur la plateforme. Vous avez 140 heures de cours théoriques et 360 heures de travaux pratiques. Vous avez des examens blancs et vous avez des stages. Vous pouvez faire jusqu'à 6 mois de stage en entreprise et vous pouvez faire autant de stages que vous voulez. On fait des conventions de stage, on fait ça en digital, on envoie les conventions, etc. C'est très rapide, c'est facile et on trouve facilement des stages auprès des professionnels. Les parcours sont 100% personnalisables pour chaque apprenant. En réalité, on propose des parcours types. On indique en fait quels sont les modules par lesquels il faut commencer. Et après ça, l'apprenant est libre parce que quand vous faites une formation de boulanger, peut-être que vous avez envie de faire je sais pas, du pain viennois ou des pains au lait un jour. Et puis quand vous faites une formation pâtissier, vous n'allez pas faire que des tartes. Et puis après ça, des entremets. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous demande quelque chose. Vous allez pouvoir avoir envie de changer de recette. Donc les parcours sont très ouverts, mais ils sont à chaque fois personnalisable. La formation dure de 6 à 18 mois. Ça suffit pour réaliser la formation en termes de durée. 18 mois étant la période nécessaire pour se présenter à l'examen quand vous vous inscrivez en janvier, puisque vous savez que voilà, les examens sont faits par l'Éducation nationale. Ils n'ont lieu qu'une seule fois par an. Ils ont lieu en juin. Pour pouvoir s'inscrire et se présenter à l'examen, il faut s'inscrire entre octobre et novembre auprès de son académie. Du coup, quand vous arrivez sur un projet de reconversion en janvier, il faudra attendre le mois d'octobre, novembre de l'année dans laquelle vous inscrivez pour pouvoir vous inscrire à l'examen et vous présenter à l'examen en juin de l'année suivante, N+1. Donc aujourd'hui, en janvier 2020, si vous voulez vous présenter au CAP, il va falloir vous inscrire à l'examen en octobre 2020 et vous présenter en 2021. Voilà, et ça fait 18 mois. C'est une formation qui s'adapte évidemment aux contraintes personnelles et professionnelles, puisque vous pouvez faire ça de chez vous, au moment où vous le voulez et à votre rythme, ce qui n'a rien à voir avec les contraintes du présentiel. Voilà, je vous ai fait un tableau de la situation. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de partager avec vous un petit peu le bilan en fait, de ces 4 années d'exploitation. Comment sont utilisés en fait, les outils qui sont mis à disposition des apprenants. On a 60% qui réalisent une grande partie des modules. Quand on dit une grande partie, en fait, c'est difficile de mesurer. On ne va pas prendre les apprenants un à un. Mais ça veut dire qu'ils ont fait entre 55 et 65% minimum pour être dans les 60%. Il y a 30% qui réalisent tous les modules, ce qui fait qu'il y a 90% des apprenants, en fait, qui ont fait plus de 60% des contenus qui sont proposés. 50% réalisent des stages en entreprise. C'est un pourcentage qui va augmenter puisque, à partir de juin 2021, les conditions d'inscription à l'examen en tant que candidat vont imposer aux candidats de faire 14 semaines de stage consécutives, enfin 2 fois 7 semaines consécutives durant les 2 années précédant en fait, leur candidature. Donc aujourd'hui, il y avait des gens qui effectivement
ne se sentaient pas obligés de faire des stages. Maintenant, ça va être obligatoire. Donc, ce pourcentage-là va passer progressivement à 100% dans les années qui viennent. Et on a 90% en fait, des gens qui, une fois diplômés, retournent sur la plateforme. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une logique de formation un petit peu continue, c'est-à-dire même quand on a le diplôme, il y a encore des choses à apprendre. Parce que le référentiel que nous proposons sur la plateforme est plus large que le référentiel de l'Éducation nationale, ce qui fait qu'ils ont pu sélectionner un certain nombre de recettes pour se préparer à l'examen dans une logique de bachotage, mais une fois qu'on a l'examen et qu'on a un prêt de reconversion, il faut aller plus loin, et la plateforme leur donne la possibilité d'aller plus loin dans le temps qui leur reste pour suivre la formation. Enfin, il y a vraiment beaucoup de contenu supplémentaire qu'on a ajouté parce qu'on considère que c'est un service nécessaire pour les gens qui se reconvertissent. Là, je partage avec vous nos réflexions. On a, pour le besoin de cette présentation, discuté en interne pour savoir en fait quels étaient les facteurs clés de succès de ces formations digitales. En premier, ça paraît une évidence, mais il faut encore le rappeler, je pense, c'est la qualité des contenus. Le deuxième, c'est l'utilisation des outils digitaux. Ils sont au service de la pédagogie et ce n'est pas du digital pour du digital, mais c'est pensé pour... la pédagogie est pensée pour utiliser le digital. Le parcours est cohérent. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps, pardon. C'est pour laisser du temps aux questions surtout. Ouais. L'équipe pédagogique travaille sur le référentiel largement avant la production pour s'assurer que l'ensemble est cohérent. Et évidemment, un tutorat très rapide, on répond dans les 12 heures. Hein, le matin pour le soir pour le matin. C'est essentiel pour la fiabilité et la rapidité du travail. On a 90% de résultats. On a un taux d'engagement de 65%. Ça veut dire que, en fait, on a 65% des apprenants qui soit se présentent, soit font la totalité de la formation. On a un taux d'abandon de 15%. Pour ceux qui s'intéressent en termes de prise en charge par tous les systèmes de prise en charge de formation professionnelle et continue, on a 30% des apprenants qui sont pris en charge. Et on a seulement 12% des gens qui viennent sur la formation pour apprendre les techniques des professionnels, mais dans le cadre d'une démarche personnelle de plaisir. Notre bilan, on a fait notre pari qui est la reconversion en B2C. On s'est aperçu qu'il y avait de nouvelles demandes, soit en B2B, en poste de travail, et on va répondre à ces demandes maintenant, soit pour permettre en fait aux CFA de boulangerie-pâtisserie d'utiliser des outils qui sont nécessaires pour les nouvelles générations, puisque un adolescent aujourd'hui de 16 à 18 ans, il passe 3 à 4 heures par jour sur son téléphone, il lit plus de livres, et il a besoin de contenu numérique pour travailler. Ça, c'est l'exemple en fait, d'une plateforme qu'on a faite pour du B2B. C'est des éléments simples qui permettent en fait, à des équipes de se former à l'intérieur d'une entreprise sur des problématiques, en l'occurrence de boulangerie. Je passe vite. Nos perspectives, c'était juste de dire la formation digitale permet de se former à un métier, même un métier manuel. C'est en phase avec la logique aujourd'hui de la législation et avec des outils d'accessibilité. On est quand même avec des prix qui sont entre 4 à 8 fois moins chers que du présentiel. Et on va se développer sur de l'apprentissage tout au long de la vie, en poste de travail, en dehors ou pendant les temps de travail, pour renforcer les compétences ou pour acquérir un nouveau métier. Je voulais rapidement attirer votre attention sur les problèmes de technologie qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre encore. Oui, le LMS est un outil pédagogique et pas un outil juste technique. Et attention à ces questions-là parce qu'elles sont fondamentales dans le déroulement et la conception de la pédagogie. Et oui, aujourd'hui, on est confronté à le développement de l'attention sur l'user experience, sur l'usage, l'expérience du client. Elle est fondamentale, ça évolue très vite et ça nécessite pour nous d'être très vigilants et de faire des mises à jour relativement régulières en fait, de nos contenus de façon à conserver en fait, cette attention et le niveau d'exigence en fait, de l'expérience client. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je laisse la parole à Yann. Merci Olivier. Donc vous avez compris, Olivier, c'est notre client et nous, on est le fournisseur de différentes solutions pour le ISF. Et donc ce qui me semblait intéressant, c'était de partager en 2 minutes quel est, nous, notre feedback du point de vue des facteurs clés de succès côté prestataire. Donc, premier facteur clé de succès, je pense, c'est la qualité du contenu et c'est ce que le ISF a très bien fait. Ils ont investi énormément dans le contenu de formation. Il vous a dit 500 heures de formation. C'est un parcours énorme. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à avoir autant d'heures de formation. Et il a fait en sorte que ça soit, en termes de pédagogie et de technique, très performant et
très utilisable, très fonctionnel. Pour ça, il a choisi les bons outils. Donc, on a parlé de la partie LMS. On n'a pas parlé des outils auteurs. Il a aussi utilisé notre solution Taleya pour avoir quelque chose qui soit fiable, moderne et qui soit très simple à utiliser pour ses équipes et pour les apprenants. On s'adresse là vraiment, il l'a dit, c'est du B2C. Donc, il s'adresse à des gens dont utiliser un téléphone, un ordinateur plusieurs heures par jour, ce n'est pas forcément le métier. Donc, il fallait que ça soit extrêmement accessible. Je pense qu'un des facteurs clés de succès aussi de cette formation et de l'EISF, c'est l'accompagnement qui a été mis en place, la présence des tuteurs, le fait de pouvoir répondre, de pouvoir parler à un tuteur, d'avoir une réponse très rapidement. Et ça, ils le font très très bien, à la fois en avant-vente, avant d'avoir la souscription de l'utilisateur, pendant le onboarding, c'est-à-dire dès qu'ils ont eu l'inscription de l'apprenant, et sur la durée, pendant les 18 mois de la formation. Je pense que ce qui a fait aussi qu'on a très bien travaillé ensemble et qu'on a envie de venir partager ça avec vous aujourd'hui, c'est notre collaboration, à la fois sur la partie, le mix autonomie-réactivité. Donc, nous, en tant que prestataire, on a essayé de donner le plus d'autonomie possible à l'équipe de l'EISF. Et néanmoins, on a essayé aussi d'être là en support pour combler les manques d'autonomie. Et puis, nous, ça fait 15 ans qu'on est un acteur généraliste de la formation à distance, du e-learning. On a pu aussi apporter notre empathie, notre force de proposition et notre vision du marché au sens large. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que le modèle économique dans une formation comme ça, donc il vous a dit, sa formation, elle coûte 8 fois moins qu'une formation classique. Ce qui est important, c'est de voir où on met l'argent, ce qui coûte vraiment et ce qui a vraiment de la valeur. Et on se rend compte que du coup, nous, en tant que fournisseur de LMS, la partie LMS, finalement, c'est peanuts. Ça représente quelques euros pour des formations à plus de 1000 euros. Donc, ce qui est très, très important, c'est de surtout choisir les solutions avec les bonnes fonctionnalités. Et le prix, finalement, c'est complètement secondaire là-dessus. Avant de vous donner la parole pour les questions, je voudrais vous inviter à passer sur notre stand en G50. Donc, on a demandé à l'équipe de l'EISF de nous donner des questions de culture générale sur la pâtisserie. Et on a utilisé nos solutions pour fabriquer un petit quiz que vous pouvez venir passer. Donc ça prend 3 minutes. Et puis il y a plein de cadeaux gourmands à gagner si vous faites un bon score. Et puis si vous ne faites pas un bon score, faudra retenter. Merci beaucoup. Donc on va enchaîner avec les questions. Il y en aura peu. Peut-être parce que c'était passionnant d'abord. Oui. Le micro. Oui, alors je démarre ici parce que c'est plus proche. Bonjour messieurs, Christophe Castel, formateur en poissonnerie. Quid de la pratique pour mon métier par exemple, le résultat c'est faire un filet de poisson et le donner le plus rapidement possible. Comment, à partir de photos, on peut vérifier la vélocité de la personne? Ça c'est une première question. Je vais essayer d'en mettre 2, mais j'en ai plein d'autres. Hein. Comment est traitée l'hygiène? On ne peut pas tout faire, probablement. Sur la vélocité, on peut très bien demander à quelqu'un de prendre une vidéo et on voit le temps et la durée de la vidéo, sauf s'il fait des montages compliqués, mais ça fait partie des éléments qu'on peut demander. On vous demande de nous faire une vidéo pour réaliser le filet de poisson et on voit le temps de la vidéo, donc on s'aperçoit très bien des endroits où ça bloque pas. Enfin, c'est une idée comme ça que j'ai en réfléchissant à la question rapidement, mais on doit pouvoir trouver des solutions. Sur l'hygiène, on a fait des cours d'hygiène, bien entendu, et on est en train de réfléchir à la possibilité de faire de l'immersif de façon à pouvoir en fait, donner plus d'éléments concrets sur les conditions en fait, à respecter en matière d'hygiène, quels que soient les types de métiers de bouche. En fait. Donc oui, on peut le faire aussi comme ça. Une deuxième question. Oui, une question relative aux proportions, aux quantités produites et au matériel utilisé. Parce que si les personnes font ça à domicile, on imagine qu'après, quand elles vont être dans les structures, ça peut être un peu différent. Les quantités utilisées en fait, sur des recettes de base, alors ils font des recettes unitaires. L'objectif, encore une fois, c'est de se concentrer sur les techniques.
c'est pas de la production. La première étape, et au CAP c'est ça, au CAP on vous demande de faire 8 croissants par exemple, donc ils font les 8 croissants. Donc c'est vraiment la technique. Après, le stage c'est fait pour étudier la production et pour voir effectivement par rapport à leur projet de conversion, la façon dont ils vont le profiler. Mais nous on est là pour l'apprentissage des techniques professionnelles de pâtisserie, de boulangerie, de chocolatier. Et donc il n'y a pas tellement de questions sur les quantités des ingrédients ni les quantités produites. La question ne se pose pas de cette façon-là en tout cas. Alors, dernière question, et puis après, tous ceux qui ont encore des questions, et c'est complètement légitime, vous pouvez aller sur le stand. Dans ces cas-là, vous aurez toutes les réponses. En plus, vous aurez un quiz, de quoi manger. Enfin, c'est top, quoi. Venez nous voir. Oui, bonjour. Pour 500 heures de formation, est-ce que vous arrivez à estimer le temps d'ingénierie pédagogique pour la construction des contenus ? C'est compliqué parce qu'on ne l'a pas fait comme ça. On sait ce qu'on dépense. Déjà... je réfléchis à ce que vous me dites. La première formation, on a mis 9 mois à la produire, mais c'était la première. Les suivantes, on met entre 4 et 6 mois. Mais on n'est pas seul, on a des prestats, la production des vidéos. On a 40 heures par formation de vidéo, ça prend 6 mois quasiment. L'édition des vidéos, c'est un travail phénoménal. Rien que ça, on a écrit 4000 pages de cours, oui, ça prend du temps. J'ai vraiment du mal. Voilà, une formation, nous, c'est 6 mois. Grosso modo, on met 6 mois pour développer une formation. Alors, pour terminer, peut-être le coût. Combien ça coûte si quelqu'un veut faire la même chose dans un autre secteur d'activité ? Il faut un budget de combien ? Ça dépend des formations, c'est difficile de dire. Entre 250 et 400 000 euros. Très bien, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller sur le stand si vous avez d'autres questions. On les applaudit. Parce que c'était vraiment passionnant avec des vraies métriques. C'était une très, très belle présentation. Merci.